Oui. Merci à tous et bonsoir. Merci à tous de votre présence pour ce 4e forum des savoirs. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Robert Halleux, qui est directeur du Centre d'Histoire et des Techniques de l'Université de Liège et aussi membre de l'Académie royale de Belgique. Historien des sciences, il vient nous parler du patrimoine scientifique. Je dois dire que j'avais beaucoup entendu parler de patrimoine naturel, j'ai beaucoup entendu parler de patrimoine industriel, mais je me suis interrogé sur la notion de patrimoine scientifique et depuis, c'est une idée qui me court dans la tête. Je pense qu'il y a là un vrai sujet de culture scientifique et technique. Est-ce qu'il faut garder toutes les fioles? Est-ce qu'il faut garder toute une série de choses? Et je pense que Robert Halleux va pouvoir nous en parler de façon très, très, très intéressante. Ce forum est particulier, évidemment, à double titre. D'abord, il est complètement transdisciplinaire, puisque cette question du patrimoine scientifique se pose pour toutes les disciplines, même, je suis sûr, pour les sciences humaines et sociales. Mais ça, c'est un autre débat. Et puis, il est aussi particulier en ce sens que, bien sûr, il est organisé par l'association Science Action, mais ce soir en partenariat avec le Résitec de Haute-Normandie, que pilote Anne Caldan, que je remercie, et qui s'occupe justement de cette question du patrimoine scientifique en région de Haute-Normandie. Je voudrais simplement ajouter, avant de laisser la parole à Robert Halleux, que pour ceux qui sont intéressés par les retransmissions, pour ce forum, mais aussi pour les autres forums, il y a maintenant une qualité de la retransmission qui est absolument totale, quel que soit votre ordinateur, quelle que soit votre tablette. Je vous invite à aller voir les vidéos. Et si vous ne pouviez pas venir à un forum, à regarder sur votre ordinateur, la retransmission est vraiment de très très grande qualité. Et ça a été un petit peu long à mettre au point, mais c'est maintenant tout à fait réalisé. Si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à nous le dire. Enfin, dernière chose, eh bien, je vous indique la date de notre prochain forum, le 22 mai, qui fera honneur à l'année internationale de la cristallographie. Bonne soirée à tous et je laisse la parole à Robert Halleux. Voilà, merci à Dominique Gambier, le président de Science Action. Je voudrais juste aussi vous préciser que toutes ces belles choses techniques qui vous permettent de regarder les forums, soit en direct, soit en vidéo enregistrée, vous les trouvez bien sûr sur le site www.scienceaction en un seul mot en petites lettres, .asso.fr. Robert Halleux, c'est à vous. Merci, bonsoir. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur. C'est au hasard de l'amitié que je dois de me retrouver aujourd'hui parmi vous, et j'en suis fort heureux. Un jour, au Conservatoire des Arts et Métiers, j'ai rencontré deux jeunes conservatrices qui s'étaient données, Anne et Anne-Sophie, puisqu'on s'appelait par son prénom, qui s'étaient donné la tâche déraisonnable de rassembler dans toute la Normandie ce qui reste de la pratique de la science pendant la deuxième moitié du XXe siècle. Elles m'ont, comme j'étais dans le comité de pilotage, elles m'ont invité à venir voir leur réalisation il y a 2 ans, si je ne me trompe, Anne, 3 ans déjà, 3 ans. Et j'ai admiré une très belle exposition qui valorisait les instruments scientifiques épars dans l'université. Et qu'il expliquait, qui faisait découvrir à la fois l'évolution de la science et la vie d'une communauté scientifique. Je leur avais promis de revenir, je suis revenu, et c'est une occasion un peu spéciale, puisque je reviens au moment où j'arrête d'être membre du comité de pilotage de cet inventaire national du patrimoine scientifique, et où le moment est venu pour moi de faire la synthèse de 30 ans d'expérience dans ce domaine. C'est en 1982, et par hasard, que j'ai commencé à sauver du patrimoine scientifique et technique dans mon université de Liège. Je cherchais du rayonnage pour la bibliothèque que j'étais en train de constituer au Centre d'histoire des sciences et des techniques. Et au département de topographie, on m'a dit « Vous pouvez prendre les armoires, mais vous devez prendre ce qu'il y a dedans. » Et il y avait là une collection de théodolites, fort complète ma foi, depuis les niveaux de Lenoir jusqu'au premier théodolite à rayon laser. Ça a été le début d'une collection, et j'étais à ce moment devant un paradoxe. Je me suis posé une question.
c'est que le siècle qui vient de s'achever, le XXe siècle, a connu plus de révolutions scientifiques et techniques que tous les autres ensemble. Et pourtant, l'histoire de ce progrès, l'histoire de ces révolutions n'est pas écrite faute de témoignages. Et donc à ce moment-là, je me suis mis à rassembler tout ce qui traînait à gauche et à droite, des papiers de savants. On avait 24 heures pour vider le bureau d'un professeur qui venait de mourir, parce que le successeur était pressé de s'installer, n'est-ce pas? Des laboratoires d'usines qui fermaient, et dans les vieilles régions industrielles, ça arrivait tous les jours. Des instruments que l'on me remettait. Et souvent, cette conservation n'était pas l'œuvre des scientifiques elles-mêmes, car on aurait dit que la science progressait en détruisant son propre passé. C'était le fait d'ingénieurs retraités, de médecins qui cessaient leur pratique, ou encore de vieux techniciens nostalgiques qui hésitaient à se séparer d'un ordinateur ou d'un vieux microscope électronique qui marchait si bien. Et au début, n'est-ce pas, pour moi, comme pour tous ceux que je ne connaissais pas, et qui œuvraient dans le même sens dans tous les pays d'Europe, la préservation du patrimoine scientifique, technique et industriel du XXe siècle s'est apparenté à la brocante. On remplissait des coffres de voitures, on remplissait des réserves de nos laboratoires sans trop savoir qu'en faire. Il n'y avait ni méthodologie, ni ligne de conduite, ni thésaurus documentaire. On ne savait que garder, que jeter, on gardait tout. Et or, d'autres étaient allés plus loin que nous et plus vite, notamment outre-Atlantique, aux États-Unis, au Canada, en Australie, où le regard de l'historien n'était pas obnubilé par un patrimoine de haute époque, et où l'on avait donc un patrimoine récent à se mettre sous la dent. On avait commencé dans les années 50 par sauver les papiers des physiciens américains et australiens. On avait ensuite sauvé des archives orales en interviewant les savants parvenus à la retraite. Et petit à petit, ce modèle, d'abord des archives, n'est-ce pas, les instruments sont venus plus tard, ce modèle a gagné l'Europe et des centres d'archives se sont spécialisés en archives scientifiques contemporaines, notamment à Paris, à la Villette. En revanche, les instruments et les machines ont été largement négligés. Ils ont été largement négligés parce que le monde, il y a des collectionneurs d'instruments, il y a des collectionneurs d'anciennes machines, mais ils sont fascinés par les instruments de haute époque et ils ne descendent pas plus bas que le XIXe siècle. En fait, ce dont nous nous sommes aperçus à cette époque, c'est que la plus grande partie du patrimoine scientifique, eh bien, elle gît abandonnée dans les réserves, les caves, les greniers. C'est un matériau ingrat. Souvent, les instruments ont été jetés tels quels, on en a retiré les meilleures pièces, ce qui s'appelle cannibaliser un instrument, c'est-à-dire prendre les bons morceaux pour faire de nouvelles manips. Tout le monde a fait ça, n'est-ce pas? Ils sont coupés de toute information sur leur usage, on ne sait pas qui s'en est servi, on n'a plus les modes d'emploi, on n'a parfois une facture qu'il faut savoir interpréter, on n'a pas de code de terminologie pour les décrire. De surcroît, les instruments du XXe siècle sont des boîtes noires, ils sont compacts, à la différence des instruments du XIXe où l'on pouvait aisément s'apercevoir des mécanismes. Ici, ce sont des boîtes avec des réseaux à l'intérieur et on ne sait trop à quoi ils pouvaient correspondre. Et enfin, ils ne sont pas beaux. Ce ne sont pas des matériaux nobles comme le laiton, le cristal, ce qui leur a permis d'échapper à la convoitise des antiquaires, mais a entraîné en général la dégradation. Et enfin, tous ces instruments sont lourds et encombrants, ce qui pose le problème très matériel du stockage et d'un cadastre de grosses machines qui est indispensable pour que tout le monde ne sauve pas la même chose. J'ai vu un musée d'informatique où il y avait les variantes les plus infimes des premiers Macintosh. J'ai visité ad nauseam le musée des techniques que vous avez tous vu, j'espère, à Milan, n'est-ce pas, où la salle des Vespa comprend toutes les variantes de la Vespa depuis les origines, avec toutes les variations de coloris,
de carénage, de profil du guidon, ad nauseam. Était-ce cela qu'il fallait faire? En réalité, la solution, les éléments de solution ne pouvaient venir que d'une concertation internationale et internationale entre tous les acteurs concernés pour passer de la brocante à une véritable préservation méthodique des témoins d'une des plus grandes aventures de l'humanité. Et cette initiative est venue du Conservatoire national des arts et métiers, qui a lancé, grâce à l'appui de la ministre Claudie Ayeré, si je ne me trompe en 2005, un vaste programme qui s'appelle PATSTEC, Patrimoine scientifique et technique contemporain, qui, dans toutes les régions de France, envoie une délégation pour repérer, inventorier, numériser, valoriser, faire parler, exploiter tous les témoins de l'activité scientifique de la deuxième moitié du XXe siècle et même du XXIe. Ce programme, dont je suis à la fois libre de faire l'éloge, puisque je suis étranger, et fier de faire l'éloge, puisque j'y ai travaillé, ce programme est devenu un programme pilote. Désormais, l'hémorragie de documents anciens est arrêtée et la casse des instruments est enrayée. On y regarde à deux fois. On fait venir les équipes de PATSTEC avant d'envoyer des choses à la benne. Le temps est loin où je devais aller rechercher dans les bennes les photos en verre de toutes les machines, les clichés sur verre, 10 000 clichés sur verre sauvés dans une benne, n'est-ce pas, de toutes les clichés sur verre, de toutes les machines fabriquées par une des plus grandes entreprises mécaniques de Belgique. Mais le moment est venu à présent de poser d'autres questions. La question est de se dire pourquoi ce travail, que peut-on en faire et quel rôle ce patrimoine peut-il jouer dans la culture scientifique, technique et industrielle. Il est certain que ces matériaux innombrables, il y en a à présent, je ne sais pas combien de numéros comprend la banque de données du CNAM, mais il y a plusieurs dizaines de milliers de numéros, le moment est donc venu de les exploiter, n'est-ce pas? Eh bien, il est clair que ces instruments ne peuvent plus faire progresser la science elle-même et la recherche, puisque par définition, ils sont obsolètes. Ils peuvent certainement faire progresser la recherche historique, en révélant la vie d'une communauté scientifique, en révélant l'évolution de toute une branche de l'industrie et de la technologie, et en matière d'histoire des sciences, en débarrassant l'histoire des sciences d'une fâcheuse habitude qui est malheureusement un peu trop française, c'est que l'histoire des sciences, telle qu'on la pratique en France, et je vous dirais aussi en Belgique, n'est-ce pas, est l'héritière de la philosophie. Elle met l'accent sur la pensée scientifique, le développement des idées, des concepts, des théorèmes, des enchaînements logiques, mais en faisant généralement abstraction des conditions expérimentales dans lesquelles cette science a été élaborée. Et c'est justement ce patrimoine qui peut nous aider. On comprend mieux le procès de Galilée quand on a regardé à travers ses lunettes et qu'on a vu qu'on ne voyait rien. On se dit que dans ce cas-là, les inquisiteurs étaient peut-être plus prudents que méchants, n'est-ce pas? On comprend mieux les controverses sur le vide au XVIIe siècle quand on sait simplement comment on faisait les joints d'étanchéité et quand on s'aperçoit que les pompes à vide fuyaient et que par conséquent il est un beau jeu de dire que le vide n'existait pas. Tout cela, c'est important pour débloquer la recherche et pour l'orienter dans de nouveaux domaines. Mais le plus important, puisque nous sommes dans des entretiens sur la culture scientifique et technique, c'est de voir ce que ce patrimoine peut apporter
à la culture scientifique, technique et industrielle. Et ici, je vais procéder, si vous voulez bien, en 3 temps. D'abord, et ce n'est pas facile, je voudrais essayer de définir la culture scientifique, technique et industrielle. C'est un problème de fond qu'on ne se pose pas souvent. Deuxièmement, je voudrais parler du rôle, voir si l'histoire est indispensable, puisque le patrimoine n'est que la matérialisation de l'histoire. Si l'histoire est indispensable, et à quoi elle peut vraiment servir dans une culture scientifique, technique et industrielle. Et enfin, je verrai le patrimoine et les bons et les mauvais usages que l'on peut en faire, je dirais surtout les mauvais, dans une culture scientifique, technique et industrielle. Premier point, qu'est-ce qu'une culture scientifique? On disait autrefois scientifique, puis on a dit scientifique et technique, et puis on a dit scientifique, technique et industrielle. Et je dirais en termes de grammaire, n'est-ce pas, que c'est une succession d'oxymores. Des oxymores en grammaire, ce sont des mots qui ne vont pas ensemble. Donc, technique, culture va difficilement avec scientifique, scientifique va difficilement avec technique, et technique ne va pas toujours bien avec l'ensemble, ne va pas toujours bien avec industriel. On en a beaucoup parlé depuis les grands états généraux, n'est-ce pas, à la Villette en 1989. Mais regardons par exemple l'article culture du dictionnaire de la philosophie de Michel Blay. Le mot culture comporte 2 sens. L'un, en mouvement, désigne le processus par lequel un esprit se forme, par l'éducation, mais aussi par l'expérience, à l'autonomie du jugement. L'autre, statique, désigne un ensemble figé de contenus de savoir dont le nombre et la nature sont fixés par l'état d'une civilisation. Dans ces conditions, la science fait-elle partie de la culture? C'est, vous le savez, le physicien britannique C.P. Snow, Charles Snow, dans son ouvrage Les 2 cultures de 1959, qui a lancé un vibrant appel à la mise en culture de la science. Et les CCSTI, Centres de culture scientifique, technique et industrielle, sont un peu la matérialisation du projet de Snow. En réalité, on est loin du compte, car d'abord, le monde général de la culture ignore la science, et je ne sais pas ce qui entend le plus de bêtises, si c'est un tableau d'art contemporain ou un instrument scientifique exposé, n'est-ce pas? Mais il manque, comme le dit Jean-Marc Lévy-Leblond, pour que la science entre vraiment dans la culture, il lui manque 2 choses. Il lui manque la dimension historique, d'une part, et d'autre part la dimension critique, c'est-à-dire la capacité citoyenne à se faire un jugement sur l'évolution de la science. La notion de culture technique, quant à elle, est née, elle remonte dans les années 50 aux États-Unis, avec la revue Technology and Culture, et encore un peu avant dans l'entourage du musée du fer de Jarville, près de Nancy, n'est-ce pas, où mon maître Bertrand Gilles lançait à la fois le musée du fer et l'histoire des techniques en France, et créait la notion de culture technique avec une revue qui s'intitulait Techniques et civilisations, devenue aujourd'hui très rare. Mais l'idée que la technique, c'est-à-dire les procédés, les matériaux, les gestes de l'ouvrier fassent partie de la culture, faisait difficulté. Il y a eu, il faut saluer ici l'expérience, n'est-ce pas, de Jocelyn Noblet, avec son centre d'études sur la culture technique, qui était financé par des entreprises, n'est-ce pas, et qui a beaucoup développé la notion d'une culture spécifique. Mais l'union en un seul concept de la culture scientifique et de la culture technique, ça ne va pas de soi. D'abord, tout le monde le sait, il y a un antagonisme séculaire entre les facultés des sciences, n'est-ce pas, et les écoles d'ingénieurs. Les uns voient une science pure et désincarnée, et les autres partent des machines pour en tirer les éléments de science dont on a besoin pour les faire fonctionner. Et pourtant, l'union de la science et des techniques est bien fondée. Elle est fondée en amont, puisque la science et la technique s'enracinent tous les deux dans le même processus que les arts, le processus humain de création. Elle est bien fondée en aval, puisqu'aujourd'hui,
il n'y a plus de science sans application et il n'y a pas de technologie avancée sans recherche scientifique à la base. Et pourtant, associer culture scientifique et culture technique fait encore difficulté, plus sociologique sans doute que philosophique. Et si l'on ajoute à cela le mot industriel, cela paraît indispensable, puisque la technique se déploie dans le cadre industriel. Mais une notion de culture industrielle fait intervenir un autre ordre de concepts et un autre ordre de valeurs, comme l'esprit d'entreprise, l'esprit d'innovation, la compétitivité, la rentabilité, le profit. Cela fait-il partie de la culture? Bref, je dirais volontiers, au terme de toute cette expérience et de toutes ces lectures, que la culture scientifique, technique et industrielle n'est pas un concept, c'est un chantier. C'est un chantier qui reste à construire et c'est un chantier qui devrait aboutir à créer une sorte de structure mentale, une sorte de structure de comportement, d'attitude, de psychologie collective, de changement de mentalité, particulièrement utile dans des régions comme celle d'où je viens, ou comme d'autres, la vallée de la Seine, à certains égards, y ressemble, n'est-ce pas, qui sont de vieilles régions industrielles, pleines de friches industrielles, et j'ai toujours pensé que les pires friches industrielles, que les sites industriels les plus désaffectés, étaient non pas dans les banlieues, mais dans les esprits. Et c'est sans doute là qu'il faut faire un effort. Mais dans cet effort, et moi c'est mon deuxième point, n'est-ce pas, quelle est la place de l'histoire et quel peut être le rôle de connaissances historiques dans la création d'une culture scientifique, technique et industrielle tournée vers le futur? Et quel peut être alors le rôle du patrimoine à l'appui de cette histoire? Y a-t-il une place pour cette histoire? En fait, les connaissances scientifiques, technologiques et industrielles se communiquent, comme vous le savez, de deux façons. Par l'enseignement et par ce que l'on appelait, quand j'étais jeune, la vulgarisation, et que l'on préfère appeler maintenant la médiation ou la diffusion. En réalité, le mot de vulgarisation n'a rien de péjoratif. Il vient de l'italien volgarizzare, qui désigne le processus consistant à mettre en langue vulgaire, le français, l'italien, l'anglais, les œuvres scientifiques rédigées en latin pour les mettre à la disposition des non-spécialistes. La vulgarisation est donc un processus de traduction. À la différence de l'enseignement, elle ne repose pas sur une stratégie autoritaire, elle repose sur une stratégie de séduction, d'attrait par le contenu ou la façon de le présenter, n'est-ce pas? Et elle vise bien entendu les étudiants, à qui elle apprend ce que l'école n'apprend pas, ou ce que l'école n'apprend pas assez, ou ce que l'école apprend mal. Elle concerne aussi, et le processus est aussi important que celui de l'enseignement, elle concerne aussi la population tout entière. La population tout entière dans toute sa diversité. On ne diffuse pas les sciences et les techniques de la même manière à des élèves de classe terminale et à des chômeurs en fin de droit, à des immigrés ou à des retraités. Il y a là, en matière de culture scientifique, technique et industrielle, il n'y a pas de prêt-à-porter. Il n'y a que du sur-mesure, et c'est une de nos tâches les plus difficiles. Quel rôle donc dans l'enseignement et dans la vulgarisation peut jouer l'histoire? D'abord, on peut faire de l'excellent enseignement scientifique et de l'excellente vulgarisation scientifique sans recourir le moins du monde à l'histoire. On montre, on fait comprendre, on fait découvrir comment la science évolue aujourd'hui. Et il y a pour cela de bonnes raisons. Je vous rappelle tout le mal que Paul Valéry,
a dit de l'histoire. Je ne résiste pas au plaisir quand même de le citer. Il dit « L'histoire est le produit le plus dangereux que la chimie de l'intellect ait élaboré. Ses propriétés sont bien connues. Il fait rêver, il enivre les peuples, leur engendre de faux souvenirs, exagère leurs réflexes, entretient leurs vieilles plaies, les tourmente dans leur repos, les conduit au délire de grandeur ou à celui de la persécution, et rend les nations amères, superbes, insupportables et vaines. L'histoire justifie ce qu'on veut, elle n'enseigne rigoureusement rien, car elle contient tout et donne des exemples de tout. C'est vrai en histoire politique, à laquelle Valérie faisait allusion, c'est vrai en histoire des sciences. Cependant, la communauté des historiens des sciences, n'est-ce pas, animée de préoccupations largement corporatistes, il s'agissait de faire créer des postes, s'est efforcée de développer l'idée que l'histoire des sciences était utile. Utile, il y a eu les colloques, l'histoire des sciences pour les historiens, l'histoire des sciences pour les scientifiques, le rapport Cavin-Godelier, le rapport Kassler, le rapport Voronov-Antose, bref, il se dégage de tous ces travaux une conception assez répandue, n'est-ce pas? L'histoire des sciences et des techniques fait mieux comprendre l'histoire générale, en soulignant des aspects que les historiens généraux n'ont pas bien mis en lumière. Et ça, c'est vrai. Si les machines à vapeur fonctionnaient comme les historiens de l'économie le disent, il y a longtemps qu'elles auraient toutes explosé. Bon. Mais, d'autre part, l'histoire des sciences et des techniques permet de mieux comprendre la science et la technique elle-même. Et ici, il faudrait savoir comment. L'histoire de la science et de la technique a une double fonction. Une fonction identificatrice et une fonction critique. La fonction identificatrice correspondrait à ce que j'appellerais l'aspect internaliste de l'histoire des sciences, c'est-à-dire l'histoire de son développement, de l'enchaînement des idées, l'histoire de ses réussites, mais aussi de ses échecs. Et là encore, il y a plusieurs manières de faire de l'histoire internaliste. Il y a l'histoire que les Britanniques appellent Whig, c'est-à-dire la science triomphaliste, qui présente l'évolution de la science comme une suite de grands savants qui font de grandes découvertes et qui meurent soit glorifiés, soit incompris, ça fait partie de la légende, n'est-ce pas? Ou une histoire qui privilégie les erreurs, les fausses pistes comme l'alchimie, l'astrologie, et qui nous montre une science comme une recherche, comme une aventure, comme une chose faite par des hommes et pour des hommes, comme l'a dit Ilya Prigogine. Ceci est à la fois, en culture scientifique et technique, à la fois très insécurisant, puisque l'on se dit que ce que l'on apprend aujourd'hui sera périmé dans 10 ans, mais en même temps stimulant, puisque la science est une aventure et que chacun d'entre nous est appelé à y participer. En même temps, la conscience aiguë de la précarité des modèles suscite l'imagination et excite la créativité. Il y a donc là une fonction psychologique stimulante de l'histoire des sciences envisagée sous son aspect interne. Mais l'histoire des sciences a aussi une fonction critique, et cette fonction critique, elle est née, n'est-ce pas, après 68, dans la mouvance de ce grand mouvement, il y avait Jean-Marc Lévy-Leblond, Philippe Roqueplot, tous ces gens qui ont créé les CCSTI et qui ont travaillé au grand ouvrage collectif autocritique de la science. Le mouvement remonte plus haut. Il remonte après la bombe atomique, autant juste après la bombe atomique, au moment où des scientifiques, surtout ceux qui avaient participé au projet Manhattan, se sont interrogés sur la légitimité de leur action et se sont interrogés sur le contexte social dans lequel ils travaillaient. C'était la première fois que l'on recourait à l'histoire pour résoudre
ce genre de problème. Et là, cette fonction critique prend en compte de plus en plus les interactions entre la fabrication de la science, la production, l'acte scientifique et technique, et son contexte politique, économique, industriel, religieux. Et c'est particulièrement important pour la deuxième partie du XXe siècle, puisque la deuxième partie du XXe siècle est l'époque de ce que l'on appelle la Big Science, c'est-à-dire de la science qui nécessite la mobilisation, qu'il s'agisse du nucléaire, qu'il s'agisse du spatial, la science qui nécessite la mobilisation de gros moyens, d'appareillage lourd, et donc l'intervention du politique. L'histoire externaliste, la fonction critique de l'histoire des sciences, est indispensable de l'histoire des politiques scientifiques sur laquelle nous lançons actuellement, avec des collègues de tous les pays d'Europe, un programme de recherche présidé par l'ancien commissaire européen Philippe Busquin, une histoire comparée des politiques scientifiques en Europe, et la fonction critique ici joue un rôle en montrant comment certains pays ont paralysé le spatial, tandis que d'autres le développaient, comment certains ont insisté, par exemple, sur la télédétection en Allemagne de l'Est, alors que d'autres pays socialistes ne le faisaient pas. L'interaction ici du scientifique et du politique est extrêmement porteuse, car elle permet de voir la science dans son contexte humain et de ne pas être dupe d'une mythologie scientifique. Et ici, cette approche externaliste et critique recèle cependant un danger, car à force de mettre l'accent sur la vie des communautés scientifiques et leurs interactions avec le politique et l'économique, on risque de méconnaître ce qui fait la spécificité de la science elle-même, c'est-à-dire la recherche de la vérité dans la nature. Et cette approche sociologique de la science a conduit, chez des disciples de Robert Merton et surtout chez les successeurs de Thomas Kuhn, n'est-ce pas, à un sociologisme simplificateur et relativiste. Comme le dit la philosophe belge Isabelle Stengers, la science, c'est ce qui est pratiqué à une époque donnée par des gens qui se définissent comme des savants. Donc, un astrologue médiéval ou un sorcier bantou est à cet égard un savant. Ceci méconnaît la spécificité de la démarche scientifique et à force de considérer la science comme un phénomène humain, trop humain, beaucoup de ces sociologues des sciences ont introduit dans la culture scientifique et technique une dimension pernicieuse qui permet de réintroduire subrepticement le divin dont ils se font les alliés objectifs. Puisque la science n'est finalement qu'une création humaine et que la recherche de la vérité est liée à celle du consensus entre les savants, du paradigme, comme dit Kuhn, peu importe à la limite la qualité objective, la conformité de cette vérité avec la nature. Il y a donc là deux approches, une approche internaliste, une approche externaliste, une fonction identificatrice qui montre que la science est un phénomène sui generis, qui a son mécanisme de progrès, avec des fausses pistes d'arborescence plutôt qu'un chemin triomphal, et d'autre part une approche externaliste et critique qui plonge la science au cœur de la société. Dans ce domaine maintenant, et c'est mon troisième point, quel rôle peuvent jouer tous ces objets que nous avons collectés? Quel rôle peut jouer le patrimoine? Il s'agit ici de passer de la brocante à la conceptualisation et de voir si nous avons sauvé ces objets par piété ou simplement par curiosité d'antiquaire ou pour alimenter la recherche de quelques érudits. Dans le paysage culturel international, la notion de patrimoine matériel, immatériel, qui est mise à l'honneur, n'est-ce pas, par l'UNESCO, mais elle n'a pas toujours bonne presse. Je cite un texte d'un polémiste, Robert Redeker, n'est-ce pas, il trouve ça néfaste.
Il dit « Le fétichisme du patrimoine représente l'idéologie de société vieillie, en congé de l'histoire. L'importance prise par cette idéologie laisse apparaître un phénomène inquiétant, le vrai malaise dans la civilisation. Les sociétés européennes hésitent quant à leur avenir entre le statut de parc d'attractions et celui de maison de retraite. » En réalité, dans le patrimoine scientifique est-il dans ce cas? Le patrimoine scientifique, à la différence des autres aspects du patrimoine mondial, a été sauvé soit de manière accidentelle, soit de manière délibérée. C'est le seul qui subit, celui qui devient patrimoine de manière accidentelle, eh bien, c'est celui qui subit simplement un phénomène d'obsolescence. Le plus bel exemple, c'est le Conservatoire des Arts et Métiers, qui est devenu, comme dit Bertrand Gilles, un musée historique et patrimonial par accident. Lorsque l'abbé Grégoire l'a créé, il l'a créé comme une galerie de machines les plus modernes et les plus performantes, où les artisans et les savants pouvaient venir s'instruire des derniers progrès de la science. Il en va de même du Deutsches Museum et d'autres musées. Mais à mesure que ces collections devenaient obsolètes, elles sont peu à peu entrées dans le patrimoine. Une autre partie du patrimoine a été sauvée, comme vous le savez, de façon délibérée. Et là, c'est l'objet de toute cette entreprise que nous avons menée dans Padsteak. En réalité, l'utilisation du patrimoine n'a pas commencé, le rôle du patrimoine dans la culture n'a pas commencé par le patrimoine scientifique, mais elle a commencé par le patrimoine technique et industriel. Elle est née en Angleterre et elle s'est développée en Europe en parallèle avec la désindustrialisation. Je dirais méchamment qu'on fermait une usine, n'est-ce pas, et on ouvrait un musée. Donc, il y a quantité de friches industrielles qui ont été classées rapidement comme patrimoine industriel sans que l'on sache trop ni comment les faire parler, ni quel sens leur donner dans la mémoire et dans la culture collective. Là, il y a eu cette discipline de l'archéologie industrielle a connu un développement spectaculaire, à la fois un développement spectaculaire et une faiblesse épistémologique. Permettez-moi de vous donner un exemple. Dans cette grande région où l'on a exploité le minerai de fer, qui est la Sarre, la Lorraine, le Luxembourg et la Wallonie, tous ces endroits où l'on a exploité les minerais phosphoreux que l'on appelle la minette. On a classé 4 hauts fourneaux. 4 hauts fourneaux, 4 patrimoines industriels, 4 expériences différentes. À Utange, abandonné par Mittal, on a classé le haut fourneau et personne ne le visite. Des rapports de savants éminents ont dit que cela faisait partie de l'identité collective. On ne s'est pas aperçu que c'était un site Céveso traversé par une conduite de gaz de haut fourneau et que donc le site ne pouvait pas être visité. On ne l'a pas fait parler, je l'ai visité, il est devenu un amas de ferraille. En Sarre, Wölklingenhütte, on a valorisé quelque chose d'énorme. Là, je cite, il a été classé, le site a fermé, le site est de 1881, il a fermé en 1986, la Sarre a décidé la conservation, elle a obtenu de l'UNESCO l'inscription sur la liste du patrimoine culturel mondial, avec des hauts fourneaux, 6 hauts fourneaux, 65 fours à coque, bref, personne ne le visite, on n'arrive pas à le faire parler, c'est le lieu de la nostalgie. À Luxembourg, tout au contraire, on a installé l'école polytechnique de Luxembourg sur le site des hauts fourneaux d'Eschbelval. Et donc, on a réduit les hauts fourneaux à leur épure en faisant simplement un monument et un symbole, en les débarrassant
de tout ce qui était inutile, on leur a donné une fonction de message et de symbole, le symbole du renouveau. Et il y a un contraste entre les hauts fourneaux d'Eschbelval, devenus les porte-paroles d'une industrie en plein renouvellement, et l'entourage, n'est-ce pas, sont les laboratoires de recherche les plus avancés du Grand-Duché. Le quatrième haut fourneau, je suis en train de me battre pour qu'on détruise, car il faut détruire, se trouve en Wallonie, où Mittal a fermé les derniers hauts fourneaux. Il ne faut pas laisser une plaie ouverte au flanc d'une région convalescente. Il s'agit, le patrimoine industriel est la meilleure et la pire des choses. En réalité, l'archéologie industrielle et la préservation du patrimoine industriel a souffert d'une grande faiblesse épistémologique. C'est une discipline qui se trouve au carrefour de l'histoire des techniques, de l'histoire sociale, de l'histoire orale, de l'histoire de l'urbanisme, de l'histoire de l'aménagement du territoire, de la dépollution des sites industriels, de l'histoire de la mémoire orale, etc. C'est une discipline qui n'a jamais pu conquérir sa spécificité, et c'est une discipline qui largement, n'est-ce pas, est idéologique. Il y a une archéologie industrielle de droite, il y a une archéologie industrielle de gauche, mais personne ne s'est efforcé de définir à quoi cela pouvait servir dans la reconstruction d'une culture scientifique, technique et industrielle dans une vieille région. Quant au patrimoine scientifique, n'est-ce pas, eh bien, je voudrais partir ici d'une phrase du poète René Char. René Char dit « Notre héritage n'est précédé d'aucun testament ». Hannah Arendt, qui a commenté ce passage, dit que tout héritage dans le domaine de la culture est accompagné d'un testament, c'est-à-dire d'une sorte de mode d'emploi qui nous dit, qui choisit, qui nomme, qui indique où sont les trésors et quelle en est la valeur. Rappelez-vous le laboureur et ses enfants, gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que vous ont laissé leurs parents. Un trésor est caché dedans, disait La Fontaine. Mais ici, en matière de patrimoine scientifique, il nous manque le mode d'emploi, il nous manque le testament. Et la phrase de René Char s'applique, à mon avis, particulièrement dans notre domaine. La question du patrimoine scientifique, n'est-ce pas, c'est de l'intégrer dans un projet pédagogique et culturel approprié au but que l'on recherche en culture scientifique et au public que l'on cible. Les buts que l'on recherche dans une culture scientifique, technique et industrielle sont multiples. Ils varient de projet à projet, de promoteur à promoteur, de maison des sciences à maison des sciences. Au niveau élémentaire, il s'agit bien sûr de créer un enthousiasme pour la science comme une aventure, pour la technique, pour l'industrie, stimuler la curiosité, stimuler le désir d'apprendre. Au niveau professionnel, il s'agit, et c'est une grande pénurie, comme vous le savez, de susciter des vocations pour les métiers scientifiques et techniques. Nos facultés de psychologie et de communication sont encombrées et nous manquons, en tout cas en Belgique, cruellement de scientifiques, d'ingénieurs et de techniciens. Bref, il y a là, niveau professionnel. Au niveau socioculturel, il s'agit de mettre la science en culture et de gommer la distinction de Snow entre culture scientifique et culture technique. Il y a aussi dans la culture scientifique un rôle, n'est-ce pas, un rôle sociopolitique. Il s'agit, en formant l'expertise citoyenne de chacun, de lui permettre de se former sa propre expertise. Il s'agit de permettre à chacun de démystifier le rôle de l'expert et de pouvoir intervenir dans les grands débats de société où la vie du citoyen est consultée. Donc, dans ce cadre-là, et avec la diversité des publics
que je développais tout à l'heure. Que peut-on faire de notre patrimoine scientifique? Eh bien, je crois qu'il faut revenir aux deux fonctions de l'histoire. La fonction identificatrice, la fonction critique. D'abord, de manière très générale, il faut observer que, à la différence des laboratoires et des usines contemporains que l'on visite, les objets anciens possèdent une sorte d'attractivité naturelle. Ils piquent la curiosité, ne serait-ce que parce qu'ils dépaysent, ils étonnent. Il y a... Vous l'avez amené le pyromètre, non? Ah, bon. Eh bien, quand on regarde cet instrument, n'est-ce pas, il y a un étonnement, une curiosité. Et ceci est certainement l'amorce de tout projet pédagogique, puisqu'Aristote déjà disait que le taumazein est la base. Le taumazein, l'étonnement, est la base de la démarche scientifique. La démarche scientifique, c'est que l'homme commence par s'étonner. Ça, c'est le premier attrait. Le deuxième, c'est que certainement, il y a l'histoire a un rôle, comme le disait le psychanalyste Peter Scholars, un rôle de catharsis, un rôle psychanalytique. Elle permet de ne pas être esclave de son passé. Elle permet de dire que le passé est le passé, que la science n'arrêtera jamais d'évoluer. Et l'histoire seule, et ici je reviens au patrimoine industriel, et le patrimoine, si on le comprend bien, en montrant que ce qui est périmé, donne au passé la seule chance de devenir le passé. Dans de vieilles régions industrielles, les politiques souvent sont tentées par des solutions passéistes, en disant que l'histoire se répète et que ce qui a marché autrefois pourrait peut-être bien marcher aujourd'hui. Eh bien non, il faut dire cette évidence cruelle que l'histoire ne reviendra pas et que le passé est le passé. La troisième fonction, c'est qu'une présentation du patrimoine scientifique doit privilégier non pas les continuités, mais les ruptures. Notre présentation du patrimoine, surtout industriel, a privilégié les continuités, c'est-à-dire en montrant ce dont nous sommes les héritiers et ce que nos ancêtres ont fait. Et dans de vieilles régions industrielles, ça donne l'impression que ça reste de vieilles régions où de vieilles gens font de vieilles choses dans de vieux bâtiments, de vieilles maisons avec de vieilles machines. Eh bien non, ceci implique en amont, dans notre travail de sélection, une sélection rigoureuse. On ne peut plus conserver n'importe quoi. En matière de recherche, l'archivage virtuel ouvre aujourd'hui des perspectives infinies à la conservation et des perspectives infinies à la recherche. Il faut conserver ce qui est valorisable et ce dont il faut parler, ce qui apprendra quelque chose, ce qui montrera les ruptures dans l'évolution scientifique. Ce n'est pas un objet de consensus que l'innovation est au cœur de la culture scientifique. L'innovation est surtout un mythe, n'est-ce pas, dans la rhétorique politique. Innovons, il en restera toujours quelque chose. Il s'agit en réalité, c'est vrai, c'est un problème qui est au cœur de la culture scientifique, mais de quoi s'agit-il? Il s'agit plutôt, ici, il ne s'agit pas de former des inventeurs, il s'agit plutôt de créer un terrain favorable à l'invention, de créer un climat réceptif à l'invention, de lutter contre ce que le philosophe Jean Ladrière appelle l'inertie du champ épistémologique, c'est-à-dire ce qui se dit en langage populaire, n'est-ce pas? On a toujours bien fait ainsi. Donc, une pédagogie de la rupture qui met l'innovation, le métabolisme de l'innovation, au cœur de la culture technique. L'innovation, ce sont les objets qui la racontent le mieux. J'ai eu l'occasion de visiter, lorsque j'ai reçu le doctorat honoris causa de l'Université de Belgrade, le musée Tito. C'est un musée que peu d'entre vous ont visité,
Mais il se fait qu'en Yougoslavie, chaque fois que l'on faisait un produit nouveau, on l'offrait au dictateur qui le mettait dans un musée. Vous y avez donc là une histoire, dans un pays confiné, de l'innovation dans le fer à repasser, dans les boîtes de conserve, dans les voitures, dans les canons, dans les lampes de poche. C'est tout à fait intéressant parce que cela montre non les ruptures, mais non les continuités, mais les ruptures et les innovations qui, il faut le dire pour la Yougoslavie, étaient le plus souvent, n'est-ce pas, des imitations d'innovations étrangères. Mais ceci est un détail. Bien, donc, tout ceci, n'est-ce pas, rejoint la fonction identificatrice de l'histoire, les objets, ce patrimoine, à condition de montrer en quoi il se différencie, en quoi il innove, il raconte une histoire. Il appartient à un système. L'objet a un amont, un aval, un environnement. Et un objet raconte les défis, les contraintes, les incitants, les obstacles, les difficultés à résoudre, les astuces pour les résoudre. Il y a là, si on sait le faire parler, une pédagogie qui non pas contribue au progrès de la science, mais crée un état d'esprit favorable à son développement. Et si l'on en devient maintenant, revient à la fonction critique de l'histoire des sciences. Là encore, le patrimoine, si on sait le faire parler, est important. On insiste beaucoup dans le discours politique sur la connexion entre la culture scientifique, technique et industrielle et les valeurs de la démocratie. Il y a sans doute là-dedans pas mal de rhétorique, mais il est vrai que la gestion éthique de la science est au cœur de nos débats de société. Et c'est ici qu'intervient la fonction critique du patrimoine. À quoi sert de montrer un laboratoire d'alchimie ? Cela sert, n'est-ce pas, à montrer que la science peut devenir folle. À quoi sert de montrer un ancien horoscope de Marie de Médicis ? Cela montre que la science peut s'engager sur de fausses voies. Je viens de faire une exposition qui illustre, intitulée « Les mauvais perdants de la science », où j'ai trouvé des objets des derniers géocentristes, jusqu'au XIXe siècle, n'est-ce pas, dans l'enseignement des séminaires catholiques. Copernic n'était pas admis et on se disait que Tycho Brahe ne marchait pas si mal. Et c'était trouvé des planétariums de cette époque, qui sont des planétariums du système de Tycho Brahe. Mauvais perdant de la science. J'ai parlé aussi de la science nazie, de la façon dont la science peut devenir folle et devenir perverse, avec des théories aussi folles que la glace universelle, n'est-ce pas, ou l'extension universelle des peuples germaniques en préhistoire, développée par le groupe de recherche de la SS, la NERB, avec les désastres, les crimes causés par une biologie qui était devenue perverse. J'ai parlé aussi, j'ai exposé des objets bien parlants de l'époque soviétique qui illustrent les ravages causés par la biologie folle de Lysenko, ce grand imposteur adoré par Staline, sur l'agriculture soviétique. Et là, l'objet peut aussi nous parler. Il nous montre que la science peut devenir folle, peut devenir perverse. Et par quelle dérive ? Finalement, quel est le rôle de l'histoire et du patrimoine qui la sert ? Le rôle de l'histoire et du patrimoine qui la sert dans la culture scientifique, c'est de poser les questions qui fâchent. L'histoire dans la culture scientifique, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est la présence vigilante de l'esprit critique et de la liberté de penser. Seule une culture scientifique, technique, industrielle, fondée sur l'histoire, permettra d'associer
Le redéploiement technologique d'une région, son redéploiement industriel et son ingénierie sociale, et c'est seulement l'histoire, par sa fonction critique, qui empêchera nos universités de devenir des écoles de dressage pour les chiens de garde ou des succursales des grandes multinationales. Je vous remercie. Bien, eh bien, vous finissez fort, hein, là. Bon. Les questions, voilà, nous attendons vos questions. Je vous en prie, allez-y. C'est le moment, je pense que l'exposé est tellement riche qu'il ne peut qu'avoir suscité pas mal de questions, de remarques de votre part. Qui veut commencer? Oui, madame, bonsoir. Inclinez vers vous le micro, voilà. Oui, voilà, justement, dans l'euphorie de vos derniers mots, de vos dernières phrases, là, j'ai juste entendu, mais j'aimerais que vous y reveniez, les termes d'ingénierie sociale. Ah, madame, ce qui est très intéressant, nous parlons ici d'histoire des techniques, n'est-ce pas? Une des constantes, selon moi, de l'évolution technologique, c'est que c'est l'association entre l'ingénierie technologique, c'est-à-dire le progrès des procédés de fabrication, des infrastructures qui servent à les faire, n'est-ce pas, et des produits qui en résultent, et l'ingénierie sociale, c'est-à-dire le progrès social qui l'accompagne. Faisons un tout petit cours d'histoire industrielle. On distingue, n'est-ce pas, comme vous le savez, 3 industrialisations. La première industrialisation, c'est l'époque des machines à vapeur et de la fonte aux coques. Bien, à ce moment-là, il faut très peu de savoir. Ceux que l'on appelle des ingénieurs sont des ouvriers formés sur le tas ou d'anciens officiers qui ont appris du dessin industriel. Il ne faut pas beaucoup de sciences et on peut donc se contenter de travailleurs sans qualification spéciale, qui sont donc des produits jetables, n'est-ce pas, et c'est la grande époque de la misère du prolétariat. Vient la deuxième révolution industrielle, que nous appellerions celle de l'acier, avec les procédés Bessemer, Martin, Thomas, Siemens, des moteurs à combustion interne, avec le noir, diesel, Otto, de l'électricité, avec la dynamo de Zénobgramme, donc l'acier, l'électricité, la chimie. Ici, plus question de reposer sur le savoir-faire traditionnel, n'est-ce pas, des gens qui ont de l'or dans les mains. Il y en a. Zénobgramme est un bricoleur de génie et Edison, n'est-ce pas, semble-t-il, se présente comme un autodidacte. En réalité, il est beaucoup moins que ça, c'est un grand liseur de vulgarisation. En réalité, il faut de plus en plus de savoir. Ça va être l'époque des ingénieurs, mais ça va être aussi, madame, l'époque de l'enseignement technique. L'époque de l'enseignement technique où vont se former des élites ouvrières. Et ces élites ouvrières formées par l'enseignement technique vont devenir les fers de lance du mouvement ouvrier. Et donc les luttes sociales et les conquêtes sociales vont aller de pair avec le progrès technologique. Et nous en arrivons à la troisième, ce que nous pourrions appeler aujourd'hui la troisième révolution industrielle, où il faut encore plus de science, et où là le problème est grave et différent. Il faut, n'est-ce pas, aujourd'hui, il n'y a plus de technologie avancée, il s'agit de nanotechnologie, qu'il s'agisse de biologie fondamentale, de nouvelles technologies de l'information et de la communication, il faut énormément de savoir. Donc, il reste des emplois, bien sûr, mais des emplois pour les personnes qui ont un niveau culturel, socioculturel et intellectuel extrêmement avancé. Et ici, nous avons une révolution industrielle qui ne s'accompagne pas d'ingénierie sociale, parce qu'elle laisse un nombre considérable de gens sur le bord de la route, dans sa marche triomphale, ce qui conduit à une fracture. Et il est clair qu'ici, la culture scientifique, technique et industrielle a un rôle clé,
car en relevant le niveau d'éducation de tous les citoyens, elle les rend tous aptes, le niveau d'éducation scientifique et technologique de tous les citoyens, elle les rend aptes à s'intégrer à cette nouvelle société qui est faite. Il ne faudrait pas que cette société des nouvelles technologies soit la société de la rupture, la société de la fracture, car ce serait la société de l'explosion. Si je peux me permettre, est-ce que vous êtes frappé, est-ce que la sensation que j'ai d'être dans une société où le delta est de plus en plus important entre la maîtrise des techniques, la maîtrise des fonctionnements des objets du quotidien et le savoir des citoyens, et cette différence me semble de plus en plus importante. Il me semble que à l'époque médiévale, le plus simple des paysans avait une notion de ce qu'était la roue de sa charrette. Nos fours à micro-ondes, je ne suis pas certain que beaucoup de monde sache d'abord ce que c'est que des micro-ondes, etc. En plus, on ne peut plus réparer, donc comme ça, le débat est clos. C'est une chose, la question que vous posez est absolument passionnante, monsieur, parce qu'elle touche à l'évolution même de la science et de la technologie contemporaine. N'est-ce pas? Tout le monde adorait réparer sa 2 chevaux, elle était démontable. Et quand il n'y avait plus d'eau dans le radiateur, on allait chercher de l'eau à la pompe et on mettait de l'eau. Récemment, j'ai eu un problème à la turbine de ma voiture et on a dû renvoyer la turbine chez Volkswagen. Elle est arrivée scellée, le garagiste ne savait pas ce qu'il y avait dedans. C'est le principe de la boîte noire, n'est-ce pas? La plupart, là, il est clair que le fait que les instruments sont devenus des boîtes noires, ça conduit à une baisse de l'esprit scientifique et de l'esprit critique chez les gens, au point qu'ils traitent leurs machines de manière anthropomorphique. Mon ordinateur est devenu enragé, il boude, n'est-ce pas? Oui, mais c'est vrai, ma lessiveuse grippe, n'est-ce pas? Je vous signale que les hauts-fournistes que j'ai beaucoup fréquentés ont toujours traité leur haut-fourneau comme une bête. Hein. Oh, il est de mauvaise humeur aujourd'hui, il grogne, il est paresseux, il est lent, il est endormi. Ils disent même, quand il y a un bouchon, ils disent il est même emmacralé, c'est-à-dire ensorcelé. Bon, bref, ça c'est la première chose. C'est pas vraiment trait de l'esprit scientifique, ça. Il y a un autre aspect, monsieur, de l'esprit scientifique, un autre aspect, c'est l'hyperspécialisation de nos scientifiques. Anatole France disait quelque part que la médecine finira par fabriquer des spécialistes de l'oreille gauche. Eh bien, nous en sommes là. S'il y a bien un endroit où l'on ne se parle pas et où on ne se comprend pas, c'est une académie des sciences. Je suis membre de l'Institut, à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, heureusement, où l'on peut encore comprendre quelqu'un qui vous parle de sanskrit ou qui vous parle d'une belle découverte en Asie mineure. Mais à l'Académie des sciences, quand un mathématicien raconte ses dernières découvertes et expose son dernier théorème à un biologiste, comment voulez-vous qu'il comprenne? Cela signifie, et c'est très grave, que l'esprit scientifique général, la curiosité scientifique, la volonté de chercher et le souci d'une synthèse qui animait encore un Pasteur et un Marcellin Berthelot, n'est-ce pas, les 2 ennemis jurés, ça n'existe plus. Ce qui laisse le champ libre, bien sûr, à la crédulité. On n'a jamais vu autant de crédulité dans le monde scientifique. Je sais bien, n'est-ce pas, que du temps de Marie Curie, Becquerel croyait aux tables tournantes, aux ectoplasmes et aux esprits frappeurs, mais aujourd'hui, on a des physiciens, et des physiciens tout à fait remarquables, et qui sont à l'Institut, et qui croient à la parapsychologie. Regardez la dérive intellectuelle d'un auteur comme Alfred Koestler, n'est-ce pas, et qui a fini par créer, par testament, une chaire de parapsychologie dont aucune université ne voulait, sauf l'université d'Édimbourg qui a empoché le pactole. Bien, donc là, tout cela, il y a, et il est vrai, un véritable déclin, n'est-ce pas, de l'esprit scientifique qui est lié d'une part au fait que l'objet scientifique et technique est devenu une boîte noire incompréhensible, et d'autre part, n'est-ce pas, que
l'esprit scientifique, entendu comme démarche générale à quiconque cherche la vérité dans la nature, l'esprit scientifique est perdu, se perd. Ce qui peut induire chez certaines personnes, n'est-ce pas, une véritable schizophrénie. Vous avez aux États-Unis des savants éminents qui, parce qu'ils n'ont plus l'esprit scientifique, sont des créationnistes fanatiques qui croient encore que Dieu a fait le monde en 6 jours. Et cela est particulièrement frappant dans le monde musulman, pour lequel j'ai beaucoup de respect. Des savants nucléaires iraniens extrêmement compétents et savants en matière de physique nucléaire croient, pour tout le reste, les sottises qui se trouvent dans des livres révélés. Et j'ai connu la même chose chez des savants polonais, je rentre de Pologne, n'est-ce pas, des biologistes éminents, mais qui restent des créationnistes absolument fermes sur leurs convictions. Cela est lié à une chose, ce progrès de la crédulité, cet ancrage dans les traditions est lié au fait qu'on n'enseigne plus la base de l'esprit scientifique qui est l'esprit critique, de ne rien tenir pour vrai que l'on ait pu vérifier. Vérifier ou contester. Mais vous pensez pas que c'est aussi parce que nos sociétés, ou en tout cas occidentales, veulent aller très très vite, il faut que ça fonctionne. On n'a pas le temps de chercher à savoir comment ça fonctionne. Ce qu'il faut que votre voiture, vous avez pesté parce qu'elle n'avançait plus, non pas parce qu'il y avait tel type de liquide. Non, c'était l'ordinateur qui avait indiqué qu'on ne pouvait plus avancer, elle roulait très bien. Vous êtes crédule, alors il faut... Oui, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Donc un informaticien qui se bat tous les jours pour que l'informatique soit pas une boîte noire. J'ai une petite question justement sur les nouvelles technologies, la 3e révolution. Donc vous avez présenté la conservation du patrimoine scientifique et industriel, justement de la 2e révolution industrielle. Or, moi j'ai un gros problème sur les nouvelles technologies. Parce que j'ai aucune idée comment le logiciel est sauvegardé. C'est-à-dire, je ne sais pas si... moi, l'essentiel de ma production scientifique tous les jours, c'est via le logiciel. C'est pas forcément d'ailleurs des publications... c'est pas des logiciels qui sont publiés dans l'édition scientifique, et donc c'est des logiciels qui sont perdus. Absolument. Ce patrimoine, n'est-ce pas, je crois que d'abord en ce qui concerne le patrimoine scientifique de la 3e révolution industrielle, de celle que nous connaissons, c'est justement là que les objets patrimoniaux peuvent nous aider le plus, en montrant, n'est-ce pas, l'évolution. Par exemple, le cas de l'informatique est merveilleux, puisqu'on peut commencer avec on peut commencer avec la pascaline, et puis on continue avec les machines à cartes perforées et les circuits, vous savez, les tableaux où il y avait des tableaux de commande et les centraux téléphoniques où on peut comprendre comment ça marche. Et puis on en arrive évidemment aux puces et aux circuits imprimés où là c'est compliqué. Quant au logiciel, je vous dirais, le logiciel c'est comme les données. C'est ce qu'on ne s'est pas soucié de préserver. C'est-à-dire que nous nous trouvons ici devant un patrimoine, le plus souvent le patrimoine informatique. Il y a des équipes spéciales qui s'en occupent dans PADSTEC, notamment l'équipe d'Aconit à Grenoble. Eh bien, il y a des équipes spéciales qui s'en occupent, n'est-ce pas, et nous nous trouvons devant un patrimoine muet. C'est-à-dire, nous sommes dans un patrimoine muet. On a la machine. On a tout le hardware, la machine est là, mais on n'a plus les logiciels. Nous avons à Liège une tour cybernétique construite, c'est horrible, construite par un grand architecte suisse, Nicolas Schoeffer, ça a coûté une fortune, ça s'est détraqué tout de suite. Il y a des tableaux de commande qui emplissent une salle énorme, ce sont tous des ordinateurs à lampe qui se mettraient à cramer si on les allumait. Eh bien, ils sont fabuleux, on a toutes les cartes perforées, on a tout, on a la machine qui jouait de la musique synthétique, il paraît que ça faisait fuir les voisins, mais on ne peut plus la faire marcher. Et donc, il y a maintenant des sociétés de paléo-informatique qui s'efforcent, ça existe, et qui gagnent beaucoup d'argent, qui s'occupent de reconvertir d'anciennes données, grâce à des logiciels très sophistiqués, de reconvertir d'anciennes données en données nouvelles. Donc, ici, n'est-ce pas, vous avez tout à fait raison. Je peux citer des tas de cas, tout ce qui est sur bande magnétique, on ne peut plus lire. Bon, eh bien, nous nous trouvons là devant un patrimoine où le travail
où justement le principal obstacle à sa valorisation pédagogique qui serait bien utile, c'est que ce patrimoine-là, on ne sait plus le faire marcher. On ne peut plus le faire parler. Oui, d'autres questions? Oui, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ah si. Oui, moi je voudrais mettre l'accent sur l'intérêt pédagogique des objets scientifiques anciens et sur l'aspect qu'ils pourraient avoir sur les jeunes générations. Comment voyez-vous la mise en œuvre de cet intérêt auprès de nos jeunes? Idéalement, il faudrait... Donc, si vous dites, comment voyez-vous la manière d'éveiller cet intérêt chez les jeunes au moyen d'objets scientifiques anciens, n'est-ce pas? D'abord, nous avons ici deux praticiennes et quelques praticiens que j'ai vus dans la salle, dont c'est le problème au quotidien. L'idéal, ce serait bien entendu de les faire remarcher, mais de les faire fonctionner et de montrer toutes leurs contraintes, n'est-ce pas? Et à la fois en quoi ils innovent, c'est la pédagogie de la rupture, et en quoi ils emploient des procédés qui ont fait leur preuve ailleurs. Donc, l'anatomie, il faudrait faire, n'est-ce pas, monsieur, l'anatomie, comment pourrait-on faire? Il faudrait faire l'anatomie et la physiologie de l'objet scientifique, c'est-à-dire le démonter, car sans ça, ce n'est qu'un cadavre, et la physiologie, le faire marcher. Naturellement, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est même très dangereux de faire refonctionner des machines à vapeur anciennes. Il y en a pas mal qui ont explosé, j'ai connu des cas. Faire refonctionner de l'appareil électrique ancien, c'est très difficile aussi. Moi, je crois beaucoup aux techniques virtuelles. On a l'instrument et on a une simulation sur ordinateur qui permet de montrer comment ça marche et ce que l'on en fait. Ça permet, ça a été très bien développé par notre collègue Bévilacqua de l'université de Pavie, n'est-ce pas, qui avait la chance d'avoir le laboratoire de Volta. Et donc, évidemment, on ne pouvait pas jouer avec les machines de Volta. C'était dommage, mais on ne pouvait pas faire jouer les gosses avec ça. Donc, il a refait des simulations numériques où l'objet est en fonctionnement. Moi, je crois beaucoup à cela, plutôt qu'à des procédés plus statiques. L'objet a servi à quelque chose dans le laboratoire, il faut lui faire raconter à quoi il a servi, pour résoudre quel problème, qui l'a employé, dans quel milieu, où il est allé chercher son instrument. Écoutez, par exemple, dans le patrimoine scientifique en Belgique, c'est fabuleux. La concurrence entre les fabricants d'instruments français, britanniques et allemands, jusqu'au moment où arrive le plan Marshall et où la Belgique s'équipe uniquement en instruments américains, n'est-ce pas? Et donc au détriment des constructeurs français qui approvisionnaient traditionnellement des maisons comme Breguet, comme Ducretet, n'est-ce pas? Ils approvisionnaient traditionnellement les scientifiques belges. Eh bien non, à partir du plan Marshall, on a tout acheté le matériel aux États-Unis. Donc ici, pourquoi on se dit, à ce moment, on emploie du matériel américain? Pas parce qu'il était meilleur, mais tout simplement parce qu'il y avait de l'argent américain qui devait retourner aux États-Unis pour les commandes. Merci. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé de la diffusion, en quelque sorte, ce qui m'a fait penser à la diffusion de l'information scientifique qui passe par l'information des médias. Mais quel est votre sentiment au sujet des personnes qui font fonctionner les médias, sachant que, si je ne m'abuse, la quasi-totalité d'entre ces personnes-là n'ont une formation qui n'est pas scientifique du tout? Ah, monsieur, c'est bien le problème. C'est le problème de tous les traducteurs. Pour moi, le métier de diffuser les sciences est, comme le métier d'historien des sciences, c'est un métier de traducteur, puisqu'on est entre deux champs disciplinaires qu'il s'agit de faire communiquer. Et pour ça, idéalement, il faut connaître les deux. Mon bon maître René Taton, qui m'a appris l'histoire des sciences, disait, vous savez, les historiens des sciences sont tous formés de briques et de broc, à condition qu'ils aient l'humilité d'apprendre ce qu'ils ne savent pas. Eh bien, je crois que dans les médias,
Le journaliste scientifique ou celui qui fait une émission scientifique doit... il ne peut pas tout savoir au départ, mais il doit avoir l'humilité d'apprendre et de comprendre ce qu'il ne sait pas, en écoutant les gens et en les interrogeant jusqu'à ce qu'ils comprennent, car on peut expliquer aux autres que ce que l'on a déjà compris. Le principal problème, c'est que beaucoup d'entre eux, ce n'est pas une question de formation, c'est une question d'attitude. Sénèque nous dit que le principal obstacle à l'acquisition du savoir, c'est de croire qu'on l'a déjà. Oui, j'ajouterais, relativement bien placé pour en parler, que dans bien des rédactions, beaucoup de journalistes ont une certaine forme de distance un peu ironique avec la chose scientifique. C'est-à-dire que, sauf quand un homme met le pied sur la Lune ou qu'il y a vraiment un événement considérable, on donne une info concernant, par exemple, je sais pas, les ondes gravitationnelles, etc., en fin de journal avec une vague diapositive, et puis on retombe tout de suite sur la météo avec la formule qui m'agace on ne peut plus, qui est remettons les pieds sur terre en général. Hein, n'est-ce pas? Oui. D'autres questions? Allez-y. Oui, monsieur, bonsoir. Bonsoir. La question que je me pose, c'est comment l'histoire du patrimoine et l'histoire des sciences peut éclairer alors le triangle qu'il y a avec Jean-Paul Malgrieux, dont il parle, science, démocratie, pouvoir économique et pouvoir politique. C'est-à-dire ce triangle-là, comment l'étude de l'histoire peut éclairer ce triangle, la façon dont il fonctionne. La question que vous posez, monsieur, c'est finalement le programme de recherche sur lequel nous travaillons pour le moment, c'est l'histoire de la politique scientifique. À partir depuis toujours, parlons d'abord des rapports entre les savants, la science et le pouvoir. Puis nous parlerons de l'économie. Depuis toujours, les princes se sont entourés de médecins pour leur santé, d'astrologues pour leur avenir, et de ces gens qu'on appelait des ingeniatores, les ancêtres des ingénieurs, des constructeurs d'engins de guerre, n'est-ce pas, pour équiper leurs armées. Donc ils sont toujours entourés quand même un peu de spécialistes. Mais la science, et je l'ai montré dans mon livre Le savoir de la main, jusqu'au XVIIe siècle n'est pas applicable. N'est pas applicable. Avec la physique d'Aristote, si les canons tiraient, comme Aristote décrit le comportement des corps en mouvement, les obus tomberaient tout de suite. Bon. Donc les artilleurs ont développé leurs propres connaissances indépendamment de la science. Et les artisans ont développé leurs connaissances indépendamment de la science. On a construit des cathédrales sans aucune notion d'équilibre et sans aucune notion théorique de résistance des matériaux. Et elles tiennent toujours, n'est-ce pas? Comment travaillaient ces gens? Ils travaillaient par des secrets, c'est-à-dire des procédés transmis du père au fils, du patron à l'apprenti, qui étaient essentiellement des tables et des constantes. Et les artilleurs savaient que si on met le canon comme ça, avec telle charge de poudre, sans connaître les lois de la physique, le boulet irait jusqu'à tel endroit. Bon, donc la science n'est pas applicable. À partir de la révolution scientifique, c'est-à-dire à partir, en gros, n'est-ce pas, de la naissance du nouveau paradigme, c'est-à-dire Galilée, Kepler, Copernic, surtout, la science change de méthode. Elle se fonde non plus sur le raisonnement déductif, mais sur le bipôle ratio experientia, l'expérience, l'expérimentation et le calcul. Et donc, à partir de ce moment, elle entreprend de soumettre à l'expérimentation et les calculs tous les arts et métiers qui jusque-là étaient en avance sur elle. Donc, on va s'efforcer d'appliquer, par exemple, la physique de Galilée et les nouvelles méthodes de calcul aux trajectoires des canons, au calcul de la forme optimale des vaisseaux. On va s'efforcer d'introduire les mathématiques dans la construction pour affranchir les ingénieurs de la routine, et puis la méthode va se développer et conquérir tous les champs du savoir. On passe donc de la notion
de technique à la notion de science appliquée, et cela se réalise très progressivement. La technique devient science appliquée, je dirais, fin 19e et début 20e. À partir du moment où elle est applicable, il est clair que le politique s'y intéresse. Le politique s'intéresse et il s'établit un rapport dialectique entre la communauté des savants et la communauté et le monde des décideurs politiques. Le cas typique, n'est-ce pas? Vous avez vu l'exposition Sciences et Curiosités à la cour de Versailles. J'ai organisé là-bas un colloque sur Versailles et la naissance des politiques scientifiques. Que fait Louis XIV? Que fait Colbert? Il pensionne des savants. Donc, il leur donne de l'argent pour travailler et il crée les académies, qui ne sont pas un club de vieux messieurs, mais un bureau d'études et une agence de communication. En gros, c'est ça. On paye des savants professionnels pour travailler, mais pas pour travailler sur n'importe quoi. Il y a des buts précis à une politique scientifique qui sont, je dirais, trois choses, n'est-ce pas? Essentiellement, les progrès de l'art militaire, et c'est donc toute la formation mathématique des écoles militaires, l'école des artilleurs, l'école du génie, n'est-ce pas, la polytechnique ensuite, n'est-ce pas, l'X, hein. Donc c'est les arts de la guerre, avec aussi pour la navigation le calcul des longitudes en mer, le perfectionnement des horloges marines, tout ça c'est pas innocent, c'est fait pour la colonisation. Deuxièmement, l'augmentation du niveau de vie, du niveau de santé de la population, pas gratuitement, pour augmenter sa capacité contributive, c'est-à-dire sa capacité de payer plus d'impôts, en étant en meilleure santé et en travaillant plus, n'est-ce pas? Et troisièmement, la prospérité publique par le progrès des arts et des manufactures. Et vous voyez qu'ici, l'histoire des interactions entre science et politique, n'est-ce pas? Eh bien, l'histoire permet d'élucider comment se met en place petit à petit ce triangle infernal. Et à partir du moment où la science devient totalement solidaire de ses applications, et où ces applications se déploient dans un contexte industriel, et où ce contexte industriel est aux mains d'un capitalisme de plus en plus centralisé, ben votre triangle, il est bouclé. Hein. La réponse vous convient, monsieur? Oui, une autre question, je vous en prie, allez-y. Allez, il n'y a pas de questions encore, là? Moi, alors, je vais me permettre de vous en poser. Je voudrais que vous nous donniez votre avis sur quelque chose qui, là encore, est une appréciation peut-être personnelle et erronée, mais qu'est-ce que vous pensez de cette espèce de ces espèces de modes aujourd'hui concernant les commémorations continuelles en Europe, les commémorations continuelles, la mise en avant des produits du terroir. Je sais que je ne vais peut-être pas me faire d'amis là, mais je continue quand même. La mise en avant des produits du terroir, les actes artisanaux oubliés, les musées de la boulangerie, de la machin qu'on retrouve dans tout ça. Est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas une espèce de refus du progrès, et est-ce qu'on n'est pas un peu loin de la fameuse rupture que vous prêchiez tout à l'heure? Alors, je vais vous raconter deux choses. On va parler de deux choses, c'est parler de deux choses différentes. La remise en valeur de produits traditionnels, n'est-ce pas, et d'autre part les commémorations. Permettez-moi de commencer par la remise en valeur de produits traditionnels, où le mot tradition, ancien, ancêtre, n'est-ce pas, a un peu la valeur de ce que les médiévaux appelaient expertum. Un expertum, c'est un procédé qui a réussi, ou dont quelqu'un dit que cela a réussi. Et donc, plus ce quelqu'un est éloigné de vous dans le temps ou dans la hiérarchie sociale, meilleur sera le produit. La baguette à l'ancienne. C'est ainsi... Non, mais attendez, c'est pas encore ça. Ici, c'est, n'est-ce pas, l'eau de la reine de Hongrie, le baume du pape Nicolas, n'est-ce pas, la tisane de Sainte-Claire, que l'on utilise encore pour les gens qui boivent beaucoup, c'est excellent pour le foie. La tisane de Sainte-Claire, n'est-ce pas, la jouvence de l'abbé Souris. Bon, ça, c'est typiquement l'expertum médiéval, et donc,
Ici, lorsqu'on se dit « nos ancêtres l'ont fait », c'est du pain comme nos ancêtres. L'expertum est bien là. Comme nous vivons dans une époque de troubles et d'incertitudes, nos ancêtres représentent, n'est-ce pas, une sorte de point fixe, d'ancrage, de référence, d'expertum. Et donc, ça, c'est la première chose. Il est bien évident que cela implique au départ une attitude de retour en arrière, n'est-ce pas? C'est le fait de tourner le dos au progrès. Autrefois, on aurait dit tester dans 100 laboratoires. Maintenant, on dit pratiqué par nos ancêtres de la vallée de Chevreuse, n'est-ce pas? Bon, donc, c'est tout à fait différent. Ça implique une attitude générale que nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas? Que nous avons aujourd'hui en matière de science, qui est de l'accuser de tous les maux, mais en même temps d'attendre d'elle tous les remèdes, n'est-ce pas? Il y a l'antiscience, il y a la pseudoscience, bref, ça c'est une chose. Alors, en ce qui concerne les commémorations, là je vais vous dire que vous tombez mal, parce que c'est moi qui ai préfacé cette année le recueil, n'est-ce pas, des commémorations nationales. J'ai fait une préface particulièrement cinglante qui a failli être censurée par Madame Filippetti, mais comme j'étais membre de l'Institut, membre de l'Académie royale de Belgique et de surcroît étranger, c'eût été un acte de xénophobie. Alors, ces commémorations sont un genre très dangereux. Ça s'appelait autrefois les célébrations nationales. On publie un petit bouquin tous les ans qui est excellent, qui est fait par les meilleurs spécialistes et qui sélectionne un certain nombre d'événements. Bon, ça pose déjà une question, quelle est la portée de l'événementiel? L'événementiel et l'individuel en soi n'ont pas bonne presse en histoire, mais ça peut servir, n'est-ce pas, de balise pour ouvrir un champ plus large. Le tout est de faire la sélection. Et donc, nous voilà un jour en séance et arrive un énarque distingué qui nous dit « Je viens de la part du président de la République parce que dans vos commémorations nationales, on commémore trop d'hommes et il n'y a pas assez de femmes. Il n'y a qu'une seule femme au Panthéon, 2 femmes, Marie Curie pour ses mérites et Madame Berthelot pour accompagner son mari. C'est pas normal. Le président a décidé de réserver des places à des femmes. Du coup, moi, je me dis, chouette, on y va. Daniel Casanova, Louise Michel, toutes les camarades. Bon. Et ma voisine, qui était une géographe du Moyen-Âge, dit, je peux vous fournir un contingent de vierges, de veuves, de martyrs et de nonnes, que ce sera rempli. Bon. Bien. Alors, mais c'est pas tout. On nous dit, écoutez, quand même, c'est encore un peu plus grave que ça. Parce que vous ne faites pas assez de place aux minorités. Je veux dire aux personnes qui sont caractérisées par un handicap physique, ou une origine ethnique, ou une préférence sexuelle. Qu'à cela ne tienne, on aurait dû lui trouver, je sais pas moi, des Africaines, cul-de-jatte et lesbiennes, ça doit pouvoir se trouver. Bon, donc, j'ai rien contre, hein. Alors, mais dans ces conditions-là, moi, je devais faire la préface. Alors, j'ai dit, n'est-ce pas, que ce serait tout à fait dommage que nous en soyons réduits, que naturellement, c'est vrai que c'est le présent qui fait une sélection dans le passé en fonction de sa pertinence. N'est-ce pas? C'est vrai. Ceci dit, l'évaluation historique ne doit pas projeter dans le passé les pudeurs et les choix du présent. Et j'ai conclu par cette phrase assassine, nous ne pouvons pas nous permettre de faire comme l'encyclopédie soviétique, qui du jour au lendemain remplaça l'article Beria par un article de même longueur sur la mer de Bering. Beria avait été exécuté entre les deux. Ça s'est passé, je m'excuse, avec l'article Céline, la commémoration de Céline, dans le recueil de 2012. Le recueil était imprimé. Céline est une ordure, mais c'est un personnage qui a marqué l'histoire. Sous certaines pressions, 10 000 exemplaires de l'ouvrage ont été pilonnés et l'ouvrage est devenu une rareté bibliographique.
Donc vous voyez que les commémorations sont un genre fort dangereux. Je vous en prie. Des questions, allez-y. Non, toujours pas. Qu'est-ce que vous pensez du mécanisme d'anticitaire? Est-ce que c'est un objet du patrimoine ou est-ce que c'est quelque chose qui gratouille les chercheurs, je cherche le terme, pas les anthropologues, vous en parliez tout à l'heure, le terme m'échappe. Est-ce que oui, les chercheurs concernant les reliques? J'ai été mêlé à l'histoire du mécanisme d'anticitaire, tout à fait sans le faire exprès. Il se fait que j'enseigne à l'université d'Athènes et que donc j'ai été en contact étroit avec l'équipe qui a entrepris une nouvelle lecture du mécanisme d'anticitaire. Qu'est-ce que c'est? C'est simple. Un jour, des pêcheurs d'éponges au large de l'île d'Anticitaire ont trouvé un bateau qui était manifestement le bateau d'un antiquaire qui transportait des objets précieux, probablement d'Alexandrie, n'est-ce pas, à Rome. Il y a une salle entière au musée d'Athènes qui vient d'être ouverte, la salle d'Anticitaire, où il y a notamment le superbe Poséidon d'Anticitaire, n'est-ce pas, il y a des œuvres admirables, et puis des engrenages tout couverts de concrétion. Tout couvert de concrétion, mais où on pouvait deviner ça et là, d'abord des petits morceaux, c'est tout petit, hein, le mécanisme, il est comme ça, hein, et puis des petits morceaux d'engrenage épars. Il y en a probablement qui restent dans le sable, vous savez. Et donc, une nouvelle équipe a commencé, donc, qui est dirigée par mon ami le professeur Nicolaïdis, Université d'Athènes, avec un jeune informaticien très brillant, M. Bitsakis, n'est-ce pas, avec un Britannique, M. White, avec des techniciens de l'Université d'Édimbourg qui utilisaient des lasers. On a commencé à lire ce qu'il y avait en dessous des concrétions et à refaire une reconstitution plausible de la machine. Et donc, on a pu maintenant lire les inscriptions. Ils avaient aussi un paléographe extraordinaire, M. Tselikas, n'est-ce pas, qui savait lire, qui reconstituait les mots grecs avec une virtuosité incroyable. Donc j'ai participé à ça parce que moi j'ai travaillé, comme ma spécialité c'est les techniques du métal, j'ai travaillé sur la taille des engrenages et la façon dont dont l'alliage de bronze avait été fait et dont l'alliage de bronze avait été travaillé, n'est-ce pas? Bon, donc c'est bel et bien une horloge planétaire de démonstration, donc qui servait à expliquer les différents cycles chronologiques, le cycle de Méton, etc., et le calendrier des différentes planètes, qui a été fait très probablement pour l'enseignement d'une école de philosophie ou pour un riche collectionneur, aux alentours après Archimède en tout cas, donc je dirais entre Archimède et le naufrage, milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est une œuvre parfaitement authentique. Je sais qu'il y a un monsieur qui inonde le monde savant avec des mails injurieux en disant que c'est un faux. Je suis désolé, moi ce que je sais de la taille des engrenages à cette époque-là, la façon dont on faisait le perçage avec une tarière, la façon dont on polissait les engrenages avec des abrasifs de différents grains, bon, c'est mon métier. Moi, je dis, avec la façon dont on a fait l'alliage, n'est-ce pas, qui est typiquement de l'alliage du bronze d'art, qui est recouvert de bronze à miroir. Et ça fait partie du patrimoine? Oui, comment donc cette patrimoine? Ça fait partie du patrimoine astronomique et ça fait partie, écoutez, c'est la deux dimensions. Ça fait partie, évidemment, quand nous parlons, n'est-ce pas, de la dimension linéaire, internaliste, identitaire de l'histoire des sciences, ça illustre le progrès de la technique de simulation des mouvements célestes. Et donc, ça s'insère dans toute une tradition où vous avez l'horloge astronomique de Dondi, où vous avez les horloges astronomiques du Moyen-Âge, où vous avez les planétariums, et puis ça s'insère d'autre part dans un contexte social très intéressant, qui est d'une part le contexte des écoles de philosophie en Grèce, le contexte du trafic des œuvres d'art,
du commerce des œuvres d'art, la technique, n'est-ce pas, du bronze, à la fois de sa fabrication, de sa coulée et de sa mise en œuvre. Donc c'est typiquement un objet patrimonial qui peut être interprété dans les deux directions que j'ai dites. C'est un objet absolument fascinant. Il n'est pas isolé, comme on pourrait le croire. Il y a quelques petites pièces dispersées dans les musées qui sont des morceaux. Il n'y a pas d'autre horloge denticitaire. J'ajouterai que les Grecs, qui sont quand même astucieux, ils font ce qu'ils peuvent pour sortir de la misère. Ils ont fait fabriquer par un horloger suisse, la maison Hublot, n'est-ce pas, deux facsimilés très coûteux, ben, c'est petit comme ça, de l'horloge astronomique denticitaire qui marche. Alors la maison Hublot a vendu l'un d'entre eux très cher à un très riche collectionneur et très gentiment a vendu l'autre aux enchères au profit de la salle denticitaire du musée d'Athènes. Ça a été exposé au CNAM. La petite salle denticitaire, il y avait le petit film, là, vous vous rappelez? Eh bien, ça a été les deux objets, donc pas l'original, hein, l'original ne sort pas de sa vitrine blindée au musée d'Athènes. Il ne fonctionne pas, de toute façon. Mais au CNAM, il y avait le facsimilé scientifique, grande taille, et il y avait la petite machine fabriquée par l'horloger Hublot. Ce que vous dites, là, dans votre réponse, quelque chose m'interpelle. Moi, vous parlez, c'est un objet patrimonial. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer, dans vos travaux, dans vos centres d'intérêt, est-ce qu'on pourrait imaginer des patrimoines scientifiques nationaux, même si moi ça me fait un peu bondir, c'est toujours de toute façon patrimoine scientifique de l'humanité. On ne va pas se mettre à faire le patrimoine français, le patrimoine... Parce que vous parliez tout à l'heure de la façon dont les Belges nous ont préféré rapidement les Américains après le plan Marshall. Est-ce qu'il y a des spécificités? On n'a pas préféré, on a été obligé d'acheter. Oui. Bon, on parle toujours des queues dans les magasins, devant les magasins dans les pays de l'Est, mais nous on a été obligé de faire la queue chez les fournisseurs américains, c'était pareil. Bon. Mais, alors, est-ce qu'il y a des patrimoines nationaux? Est-ce qu'il y a une histoire des sciences nationales? Est-ce qu'il y a une histoire des sciences nationales? Écoutez, est-ce qu'il y a une nation? Je reviens de Gdansk, anciennement Danzig, car mon épouse, qui est professeure à l'université de Versailles, a entrepris d'éditer la correspondance d'un astronome du XVIIe, très intéressant pour les tâches solaires, qu'on appelle Jean Hevelius. Donc, on allait, cet Hevelius, il a observé les comètes, les taches solaires, la première carte de la Lune. C'est un personnage intéressant. Il y a 2740 lettres à éditer. Et donc, on a offert le premier volume au maire de Gdansk, anciennement Danzig. Il est évident que avant, ça s'appelait Danzig. Et que cet Hevelius s'appelait Hevelke, que c'était un brasseur prussien qui parlait allemand à la maison, qui parlait polonais avec ses collègues, qui parlait latin avec tout le monde. Et donc, il y a deux historiographies il y a ce très amusant dans ce livre qui s'appelle Prolégomène critique à la correspondance d'Hevelius par Chantal Grell. Eh bien, il y a un chapitre écrit par un Allemand sur l'historiographie allemande d'Hevelius et un chapitre écrit par des Polonais sur l'historiographie polonaise d'Hevelius. Il n'y a pas de science nationale, il n'y a que des nationalismes qui ont revendiqué des savants. Idem pour Copernic, n'est-ce pas? D'autres questions? Allez-y, ne me laissez pas tout faire. Allez, et vous n'avez pas de questions? Oui? Bonsoir. Vous avez tout à l'heure parlé de simulation virtuelle pour refaire fonctionner les objets. Mais il y a quelque chose qu'on perd beaucoup dans ce cas-là, ce sont les odeurs, les bruits émis, etc. Et il suffit d'aller visiter un ancien centre industriel où partiellement il fonctionne encore pour pouvoir imaginer beaucoup plus, beaucoup mieux. C'est bien, monsieur. Surtout, dans les instruments, je vous dirais que dans les instruments scientifiques, je crois que ça n'a pas beaucoup de... L'instrument scientifique, je crois que ça n'a pas énormément d'importance dans le monde industriel. Il est clair, j'ai visité assez d'anciennes usines, n'est-ce pas, de savoir comment on est pris par l'odeur du cambouis, du métal, de la poussière,
Et il y a des choses que l'on ne peut pas... Quand on va dans une ancienne usine aujourd'hui qui est morte et qui est transformée en musée, on ne peut pas imaginer, par exemple, ce qu'était le bruit hallucinant. N'est-ce pas? Tout le monde devenait sourd. Tous les gens qui travaillaient, tous les riveteurs étaient sourds, tellement le bruit, n'est-ce pas, des machines à rifter était assourdissant. Donc, on ne reconstitue pas cela, c'est vrai. On ne reconstitue pas le bruit, on ne reconstitue pas la chaleur, on ne reconstitue pas les odeurs. C'est pas, c'était pas aéré. Bon, il est vrai que cela s'appauvrit. Ça pourrait donner, en réalité, il est vrai que surtout en matière de patrimoine industriel, ça pourrait donner aux gens qui visitent, et surtout aux jeunes, une idée un peu idyllique de ce qu'étaient les conditions de travail à ce moment-là. Le mieux, j'ai visité nous avons gardé, on a beaucoup contribué avec mon équipe, nous avons gardé un musée de la mine, n'est-ce pas, en Wallonie, où on descend, guidé par d'anciens mineurs. Et donc, ils font encore marcher les marteaux-piqueurs à air comprimé, ils font encore marcher les machines, et on est, mutatis mutandis, hein, mais on est encore un peu dans l'ambiance. Ceci dit, il ne faut pas se dissimuler le danger. Même un moulin à vent en activité, qui a l'air innocent, il vaut mieux pas le visiter avec des enfants. Hein. Ces engrenages de bois ont vite happé un vêtement, ou une petite main, ou un petit pied. Et donc c'est malgré tout très dangereux. Il ne faut pas oublier que l'industrie d'autrefois était incroyablement dangereuse, n'est-ce pas? Oui, madame, bonsoir, et madame aussi après. Oui, je vous écoute, on vous écoute. Bonsoir, monsieur, merci pour votre conférence. Je voulais savoir comment allons-nous préserver les nanotechnologies? Ah, madame, il faudrait pour ça qu'on les comprenne. Écoutez, c'est terriblement difficile déjà de les vulgariser, de les expliquer aux jeunes. Et le patrimoine des nanotechnologies, je dois vous avouer humblement ici que je ne connais pas encore. Bon, il est vrai que, n'est-ce pas, comme dit saint Augustin, le présent n'existe pas. Ce que nous disons, au moment où nous le disons, est déjà devenu du passé. Donc pour les nanotechnologies, c'est pareil. Il y a déjà un patrimoine des nanotechnologies parce que tout ce qui est fait, ou tout ce qui a cessé de fonctionner, est devenu patrimoine. Mais je vous dirais que là, et les techniques de vulgarisation et les techniques de préservation, je crois qu'il n'y a encore personne qui s'en est occupé. Ça me fait penser aux dresseurs de puces. Hein, on pourrait faire une vitrine d'exposition de nanotechnologie. Je vois rien. Ben non, c'est trop petit, voyons. C'est exactement ça. Oui, madame, bonsoir. Inclinez le micro. Voilà. Oui. Vous vous êtes employé à nous démontrer l'intérêt de l'histoire des sciences et des technologies et des industries. Bon, en revanche, j'ai cru comprendre, mais je voudrais que vous précisiez là-dessus si j'ai bien compris ou pas, que vous sembliez assez critique ou négatif ou autre à l'égard de la sociologie des sciences. Vous avez évoqué Prigogine et Stengers. Prigogine est un scientifique, chimiste, si je ne m'abuse. Isabelle Stengers, une philosophe des sciences, qui tous les deux ont effectivement réfléchi justement à ce qu'est la science et à la démarquer justement des croyances, des idéologies, etc., en les resituant. Voilà. Et donc, comme vous avez été, me semble-t-il, un peu critique vis-à-vis de la sociologie des sciences, j'aimerais que vous précisiez ce point. Êtes-vous antisociologue? D'abord, je vous répondrai que Isabelle Stengers est une amie de 40 ans et qu'il y a une grande évolution dans la pensée d'Isabelle depuis le temps où elle travaillait avec Prigogine à la Nouvelle Alliance, n'est-ce pas? Après la mort de Prigogine, Isabelle a connu un itinéraire, allez, on ne va pas dire une dérive, un itinéraire qui l'a conduite de plus en plus du côté des post-kuhniens, n'est-ce pas, et des sociologues de la science. J'ai beaucoup de respect pour Thomas Kuhn. J'ai lu, comme tout le monde, la structure des révolutions scientifiques. En fait, Kuhn ne faisait, n'est-ce pas, que reprendre l'enseignement de Robert Merton, le grand sociologue américain des sciences.
Ces sociologues américains des sciences et l'école qui a suivi, Thomas Kuhn, ont eu un mérite incontestable, un mérite considérable, qui est de montrer que la science est faite par des hommes pour des hommes, que ces hommes vivent en communauté et vivent en interaction avec cette communauté. Et que, par exemple, vous ne pouvez pas interpréter l'affaire Galilée comme un pur débat entre la vérité, personnifiée par Galilée, et l'erreur, personnifiée par le clergé. Vous savez bien que les inquisiteurs étaient des hommes compétents et honnêtes, et que c'était un monde extrêmement complexe où le politique, le sociologique, les réseaux d'influence jouaient un rôle énorme. Et donc ça a été le grand mérite, n'est-ce pas, des sociologues de mettre en valeur cette dimension externaliste de la science. Et il est clair que moi-même, dont les engagements politiques sont connus, n'est-ce pas, je ne peux qu'être favorable à une telle approche. Cependant, cette approche est dangereuse parce qu'elle méconnaît la spécificité de la démarche scientifique, qui est d'arracher, quand elle est poussée dans ses excès, n'est-ce pas? Et là, je peux vous citer, mais là, je serai poli, un certain nombre de collègues qui sont allés beaucoup trop loin dans ce domaine, c'est qu'on en arrive à réduire une nouvelle vérité scientifique, on appelle ça comme on voudra, à un pur consensus social. Et ici, ça ne marche pas, parce qu'il est clair que le fait que la Terre tourne autour du Soleil et pas l'inverse, ce n'est pas une affaire de consensus social, c'est une affaire d'observation, de démonstration, d'expérience. D'accord? Et donc, ce que je critique, ce n'est pas du tout la sociologie. Vous comprenez bien, ce n'est pas un marxiste qui va critiquer la sociologie. Mais ce que je critique, c'est le sociologisme simplificateur qui réduit les progrès de la science à de simples changements dans le consensus social. Et ça se fait. J'ai une petite question de curiosité, là on va oui, peut-être descendre un petit peu dans le débat, mais j'ai entendu dire que beaucoup de chercheurs à la NASA, de cosmologistes ou d'astronomes, cavalent derrière des vieux clichés de la Lune en particulier, et donc des clichés pris par les premières sondes, les premiers satellites lunaires. Également, il y a aussi une autre anecdote qui me passe par la tête, c'est, je ne sais pas si je fais erreur ou pas, mais il s'agit d'un chimiste, je crois, Miller, dont on a retrouvé les tubes à essai, je dis ça de mémoire, hein, puisqu'il faisait des expériences pour essayer de reconstituer l'atmosphère primitive de la Terre, il faisait passer des décharges électriques dedans pour regarder s'il y avait des acides aminés qui en sortaient, des choses comme ça. On a retrouvé des fioles de Miller. Et j'ai entendu dire à l'époque où je l'ai lu, je ne sais plus, qu'il y avait dedans il restait dans ces fioles abandonnées, hein, littéralement abandonnées, récupérées par un ami ou je ne sais pas quoi. Il y avait effectivement des produits qui pouvaient intéresser la science. Donc ma question c'est y a-t-il des données, anciennes photos de la Lune, etc., vieilles fioles oubliées et retrouvées, qui seraient véritablement potentiellement utiles aujourd'hui, à la lueur des nouvelles conceptions ou des nouvelles techniques d'analyse, etc. Il y a, n'est-ce pas, Mademoiselle Bertin, la modiste de Marie-Antoinette, disait « Il n'y a de neuf que ce qui est oublié ». Donc, rajeunissait, transformait un vieux chapeau, n'est-ce pas, et elle disait « Il n'y a de neuf que ce qui est oublié ». C'est vrai en matière de mode, est-ce que c'est vrai en matière de science? Je crois qu'il faut distinguer plusieurs cas. Il y a d'abord des observations anciennes qui sont toujours valables aujourd'hui, exploitables aujourd'hui. Un exemple, les passages de comètes, n'est-ce pas, en faisant toutes les corrections nécessaires, puisque c'était fait avec des instruments dont la précision était très variable, sont encore utilisés aujourd'hui. La description des taches solaires par le père Scheiner dans sa Rosa Ursina, ou dans, justement, mon cher Hevelius, eh bien, sont encore très utilisés aujourd'hui par les astronomes qui utilisent le Soleil.
Donc, de vieilles observations sont intéressantes. De vieilles observations sismiques sont encore intéressantes aujourd'hui pour définir les zones de forte sismicité. L'Observatoire royal de Belgique, et d'ailleurs le BRGM aussi, ont payé des historiens pour lire les chroniques médiévales et voir les endroits où il y avait des tremblements de terre. Donc, ces anciennes observations sont certainement très valables. Y a-t-il maintenant des choses qui auraient été oubliées et laissées de côté? Je crois qu'il faut être nuancé. En 1960 a été publié, n'est-ce pas, un livre qui a fait scandale à cette époque, qui s'appelait Le Matin des magiciens, de Powell Sébergier, qui disait que finalement nous sommes des ignorants et que c'était les anciens qui savaient tout. Hein. Et on vous sort évidemment les mégalithes, les pyramides, etc. Bon. C'est quand même très secoué, hein, le Matin des magiciens. Si oui, mais il y en a eu assez. Après, il y a eu toute une collection chez Lafon où, n'est-ce pas, c'était la spécialité des grands, des secrets perdus, etc. Y a-t-il là-dedans encore quelque chose de valable? Je dirais qu'il y a probablement encore des recherches à faire du côté des techniques empiriques et des textes empiriques, ce qui est empirique. Une de mes spécialités est de travailler sur les anciennes recettes, c'est-à-dire ces innombrables recettes qui encombrent les marges des manuscrits médiévaux, qui traînent dans les cahiers d'artisans. Là, il y a bel et bien des procédés artisanaux tombés dans l'oubli. Par exemple, pour la fabrication des cols et des vernis, j'ai fait une conférence à la Cité de la Musique, n'est-ce pas, sur la fabrication des vernis en exploitant des recettes inédites. Ils nous ont dit, ben, c'est bien intéressant pour la restauration des violons. Bon, donc là, il y a certainement des secrets artisanaux qui sont perdus tout simplement parce qu'avec l'industrialisation, la mort des propriétaires, n'est-ce pas, le fait que ça se transmettait du père en fils, c'est devenu incompréhensible. Donc là, il y a, du point de vue technique et artisanal, des procédés qui valent certainement la peine d'être redécouverts. Dernière chose, il y a certainement des choses à faire du côté de la connaissance botanique ancienne, médiévale et dite primitive, qui est du ressort des ethnosciences. Là, il faudra un jour que quelqu'un fasse par ordinateur une base de données, n'est-ce pas, de toutes ces anciennes recettes médicales de nos ancêtres, et qu'on les soumette à l'étude des laboratoires, parce que le fait que ce soit nos ancêtres, ce n'est pas une garantie que ça guérit, hein, ils mouraient jeunes, nos ancêtres. Donc, que quelqu'un fasse une base de données de ces recettes de nos ancêtres pour en voir s'il y a encore là-dedans des substances, des molécules qui pourraient être aujourd'hui actives. C'est ce que font les ethnobotanistes, notamment, qui cherchent des plantes contre la prolifération des tumeurs cancéreuses chez les Indiens d'Amazonie. Voilà ce que je vous dirais. Quant à dire qu'il y a de grandes découvertes qui ont été perdues, non. Pas perdues, mais pas vues à l'époque et qui pourraient... Regardez les photos de la Lune. Oui. Bon, elles sont mauvaises, ce sont des observations. Elles sont argentiques, elles sont pas terribles, oui. Mais on cavale après maintenant. Hein. Ce sont des choses, mais là nous sommes dans le domaine de l'observation et des données empiriques, n'est-ce pas? T'as pas acheté ça quand même, mais quant à des théories ou des idées qui pourraient... Non, on peut toujours trouver, n'est-ce pas, quelqu'un qui a eu une idée avant quelqu'un d'autre. Hein. Bon, c'est ce qu'on appelle, les historiens de la médecine adoraient ça, c'est trouver des précurseurs méconnus. Comme disait Georges Canguilhem, un précurseur, c'est celui dont on sait après qu'il était là avant. D'autres. Oui, madame, allez-y, je vous en prie. Voilà. Inclinez bien le micro. Oui. Je voulais savoir si les molécules
font partie d'un patrimoine à préserver. Les molécules de quoi, Les madame? molécules. Pardonnez-moi. Les molécules. Les molécules. Les molécules de quoi? De science. Les miennes, sûrement pas. Comment? Les miennes, sûrement pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Je ne vois pas à quelle espèce de molécules vous faites allusion. Par exemple, les médicaments, les molécules dont on se sert pour les médicaments, par exemple. Ah oui. Mais les molécules de synthèse, par exemple. Et des molécules de synthèse ces personnes, je ne connais pas pour le moment. Il est vrai que ce serait bien intéressant pour une histoire de la pharmacie, n'est-ce pas, de conserver ce que l'on appelait autrefois des droguiers. C'est dans ce sens-là que je... Madame, je crois que malheureusement, je parlerai pas de molécules, je parlerai, disons, de composition médicamenteuse en général. Ça mériterait certainement la peine qu'on les conserve. Je ne connais pas de musée d'histoire de la pharmacie qui se soit, jusqu'à présent, vous avez tout à fait raison, il est certain que par exemple, certains médicaments qui ont disparu de la circulation parce qu'ils sont avérés nocifs, n'est-ce pas? Eh bien, ils font partie de l'histoire et ils mériteraient qu'on en ait conservé. Heureusement, on en a conservé la composition, n'est-ce pas? Donc là, on pourrait toujours les refaire en cas de pépin. Mais enfin, on en fait des brevets, on en tire des brevets, on pourrait les garder. Les brevets, heureusement, sont une source d'information incroyable. Et là, les brevets sont une source qui est très bien conservée. Pas très exploitée, mais très bien conservée. Parce que c'est tout le problème de la propriété industrielle. L'exception pour le Mediator. Oui. Alors, y a-t-il encore des questions? Je vous en prie. Non. Eh bien alors, écoutez, moi je vais d'abord vous signaler que Robert Halleux va signer Le savoir de la main, qui est paru chez Armand Collin, je crois, oui, c'est ça? Oui, oui, oui. Et puis La science classique, 16e, 18e siècle, dictionnaire critique, dans le sens que vous développiez tout à l'heure, oui. Le mot critique, chez Flammarion. On va se retrouver dans le hall, là, vous allez pouvoir faire ça. Et puis maintenant, je vous signale que notre prochain rendez-vous, c'est avec la cristallographie, et c'est le 22 mai prochain. Je vous souhaite une bonne soirée. Je voudrais qu'on remercie très chaleureusement Robert Halleux.